Olivier Zinz, bonjour. Vous avez participé aux journées de rencontres recherche et création organisées par l'Agence nationale de la recherche. Vous êtes un historien américain, vous nous faites le plaisir de venir en France. Vous êtes un spécialiste de Tocqueville également. Lui-même, Tocqueville, a été aux États-Unis en tant qu'observateur de la vie politique. Alors, quelle est aujourd'hui votre observation de la vie politique française ? D'une certaine manière, la surprise en arrivant en France, parce que je n'avais pas réalisé, vu de l'autre côté de l'Atlantique, à quel point les situations américaines et françaises étaient non pas semblables, bien entendu, mais parallèles. C'est-à-dire l'espèce de fossé idéologique qui s'est creusé au fil des années, une absence de centre, sauf peut-être parfois créée artificiellement, et l'impossibilité qui est devenue quotidienne de dialoguer avec des gens qui ont des opinions différentes. D'une certaine manière, la vie sociale américaine actuellement est devenue une forme d'évitement mutuel, d'impossibilité d'avoir une conversation et d'éviter les sujets. Et ça préoccupe beaucoup d'entre nous. Je pense aussi que les gens ont perdu une certaine facilité à s'identifier par rapport à une norme. Par exemple, pendant des années dans la vie américaine, on s'identifiait par rapport à une classe moyenne. On était de la moyenne ou au-dessus de la moyenne ou en dessous. Ça a disparu. Toutes ces références faciles ont éclaté. Et j'ai trouvé que dans une situation différente en Europe, avec des flux migratoires différents, des objectifs sociaux différents, il y avait quand même une grande similitude dans l'ambiguïté des relations et dans l'inquiétude qu'elles provoquent. Dans quelle mesure est-ce que Tocqueville est aujourd'hui un bon auteur, un bon essayiste pour nous faire comprendre ces situations américaines et françaises ? Alors, à la fois très mauvais et très bon. Alors, je vais d'abord commencer par le très bon. Tocqueville était d'une extraordinaire intelligence. Et donc, ses observations sur les États-Unis, certaines sont très justes et très profondes, mais il est passé aussi à côté de beaucoup d'aspects de la vie américaine. Et toutefois, il est toujours un peu retombé sur ses pieds, parce que, voilà, entre des observations partielles et l'écrit, c'est son extraordinaire intelligence qui comblait la différence, qui faisait la différence. Je crois que Sainte-Beuve avait dit de Tocqueville qu'il avait commencé à penser avant d'avoir rien appris. Quand même, il reste un lien profond entre les deux pays. Il a mis le doigt sur des aspects de la vie américaine qui n'avaient pas été très bien compris par les Américains eux-mêmes. Il a ainsi transformé la peur des factions politiques que des gens que des pères fondateurs de l'Amérique comme Washington et Madison exprimaient clairement. En théorie des associations, il leur a donné un tour, disons, positif et constructeur. Il a réussi à penser l'égalité comme une possibilité d'exercer sa liberté et non pas comme une forme de nivellement. Tout ça, ce sont des apports tocquevilliens à l'idée démocratique qui restent vivants. Tocqueville montre que la démocratie a une forme de faiblesse interne qui est liée à la passion de l'égalité, à l'amollissement des engagements civiques. Est-ce que selon vous, cela peut expliquer aujourd'hui la forme de dégradation du contrat social qu'on vit à la fois aux États-Unis et en France ? Effectivement, Tocqueville parle beaucoup du despotisme doux, de la prise en charge par l'État ou l'autorité supérieure, de beaucoup de choses que chaque individu devrait chacun assumer, lui-même ou en groupe, sans avoir l'idée.
il a peur de cette infantilisation de l'existence. Et c'est une peur tout à fait légitime. Cela dit, dans l'œuvre de Tocqueville, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'équivoques. Et je dirais même que Tocqueville a réussi à tourner l'équivoque en technique d'écriture, en technique littéraire, ce qui est un peu une prouesse. Mais il a réussi également à surmonter, c'est la leçon qu'il faut en tirer, à surmonter ses doutes afin d'en faire une force créatrice, c'est-à-dire à ne pas craindre l'égalité, à ne pas craindre la liberté, mais à réussir, comme il le disait, à ce qu'elles se confondent et qu'elles deviennent une. Vous êtes donc historien, vous avez assisté aux journées de recherche, rencontre et création. Quelle est la part de création dans la recherche historique ? Énormément. Énormément. Les bons historiens sont des créateurs, pas des copieurs d'archives. Le passé est à découvrir, à inventer. Quelquefois, quand on me demande des questions sur qu'est-ce qui va se passer ici ou là, je dis, moi je suis historien, je prédis le passé. Mais cela dit, ça n'est pas si faux. Dans la profession historique, il y a beaucoup de choses dans l'histoire que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas et qu'il faut interpréter. Donc il y a une très grande part de créativité et d'imagination historique afin de reconstruire, de repenser une idée, de se mettre dans l'existence de gens qui ont vécu des problèmes similaires peut-être, mais de manière très différente, très loin de notre propre sensibilité.